Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale on va dire, parce que je vais vous parler de l'achat de ma première voiture. Au moment où sortira cette vidéo, normalement je pense que je l'aurai entre les mains, mais ça va être pas une seule vidéo, mais une série de vidéos je pense, parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet, et je pense vraiment que ça peut aider les personnes qui n'ont encore jamais acheté de voiture et qui aimeraient en acheter une, ou alors celles qui en ont déjà acheté mais qui se sont fait avoir et qui aimeraient ne pas se faire avoir. Donc c'est pour ça que je vais vous partager mon expérience sur ce sujet. Et donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste sur cette vidéo. Donc comment ça s'est passé pour moi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu mon permis en septembre 2018, et qu'entre septembre 2018 et on va dire à peu près avril-mai 2021, surtout mai-juin même en fait, où je me suis rendu compte que avoir ma propre voiture à moi, au lieu d'utiliser la voiture de mes parents, ça pourrait être incroyable. Étant donné que, bah, en fait, à partir de 2020, comme vous le savez, j'ai commencé à travailler. Donc avant, ça ne me posait pas de souci d'utiliser la voiture de mes parents, puisqu'ils ne l'utilisaient peu, voire pas quand je travaillais. Donc eux, ça les arrangeait parce que moi, ça faisait rouler la voiture. Et puis moi, ça m'arrangeait parce que moi, j'étais obligée d'aller au travail à pied et d'en revenir à pied, surtout quand les soirs, je finissais à 20 h. Je reconnais que moi, toute seule, en tant que femme, marcher dans la rue la nuit, ça me fait extrêmement peur en général. Et j'ai la chance d'habiter dans un petit coin de campagne, donc les gens sur la route vont en plus hyper vite, et donc ça me faisait encore plus peur. Donc, disons que avoir la voiture de mes parents m'a quand même bien dépannée. Je vais pas cracher dessus à aucun moment, non, parce qu'il faut savoir reconnaître les choses telles qu'elles sont. Mais voilà, il s'est passé qu'à un moment, du coup, ma mère a eu besoin de la voiture, mon frère a eu besoin de la voiture, et moi j'en ai eu besoin aussi, et on s'est retrouvés à presque devoir calculer nos emplois de temps à la minute près pour savoir qui gardait la voiture à tel moment, qui c'est qui partait à pied, qui c'est qui partait en bus, et c'était un peu compliqué. Et donc à ce moment-là, l'idée a germé que, bah, en fait, je travaille, j'ai de l'argent de côté. Je ne compte pas quitter mon travail tout de suite, même si je compte reprendre les études, je compte pas reprendre les études sans avoir de rentrée d'argent autre que mes bourses. Donc plutôt partir sur une alternance ou quelque chose comme ça. Donc j'aurai toujours une rentrée d'argent. Donc j'aurai toujours de quoi payer l'essence et l'assurance de ma voiture si jamais j'en prends une. Donc pourquoi pas me décider à passer le pas. Ça a été le premier déclic en mai-juin. Il faut savoir que j'ai vraiment commencé à me dire qu'il fallait que j'ai une voiture et que je devais agir là-dessus pour devenir acteur de cette décision en août. Donc vous voyez, l'idée a germé en mai-juin. J'ai commencé à faire les premières démarches en août. Tu vois, j'ai quand même pris le temps d'y réfléchir, le temps de la réflexion. Est-ce que c'est bien? Est-ce que j'aurais le faire? Est-ce que j'aurais pas le faire? Donc en août, qu'est-ce que j'ai été faire? Entre mai et août, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à essayer de cerner ce que moi je voulais pour ma voiture. C'est-à-dire quel type de voiture je voulais, quel type de trajet j'allais faire avec. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'une voiture comme celle de mes parents, ou est-ce que je pouvais envisager de prendre une autre voiture, c'est-à-dire un autre gabarit, plus petit, plus grand? Qu'est-ce que je comptais en faire? Voilà, j'ai vraiment essayé de répondre à toutes ces petites questions, vraiment, vraiment, parce que je me suis dit, si j'ai pas une base de travail minimale, si je commence à aller voir des concessionnaires, qu'est-ce que ça va donner? J'ai aussi, du coup, là, je tombe au concessionnaire, décidé, moi, de passer par un concessionnaire, parce que je n'ai aucune connaissance en mécanique. Et je me suis dit, avec ma chance légendaire, si j'achète une voiture sur le bon coin, sur eBay, sur ce genre de truc, sans suivi mécanique préalable, ou même, enfin, j'ai quasiment aucune connaissance. C'est-à-dire que mon frère est en bac pro mécanique, mais si je ne l'ai pas lui, mes connaissances en voiture, ça se résume aux connaissances du permis. C'est-à-dire ouvrir le capot, savoir où est l'huile, où est le liquide de refroidissement, où est le truc du lave-glace, et c'est à peu près tout. Donc moi, mon niveau en mécanique, il est tout petit, hein. Donc il a fallu que j'en discute longtemps avec lui, parce que lui, du coup, il s'y connaît bien, vu qu'il est en bac pro mécanique, tu vois, ça a l'avantage, tu vois, d'avoir quelqu'un un peu dans le métier. Et il m'a dit, toi, tu connais rien, quand tu vas aller voir tes voitures, moi, je serai soit en train de passer mon code, soit en train dans mes leçons de conduite, soit en internat. Je pourrais pas être là avec toi pour tes visites.
Donc, je t'aide à faire tes critères avant. Comme ça, au moins, tu arrives là-bas, tu sais à peu près ce que tu veux. S'ils essayent d'être un peu tricky, tu leur demandes tous les papiers, comme ça, on voit ça ensemble et on est tranquille. Parce que s'il avait pu être avec moi, évidemment, je me serais peut-être orientée vers des trucs sur eBay, le bon coin plus en occasion. Mais là, du coup, comme il ne pouvait pas être avec moi, je me suis dit, bah, je vais voir pour de l'occasion et du neuf. Comme ça, j'aurai à peu près tous les types de tarifs. Et puis, on verra bien à ce moment-là, quoi. Donc, à peu près mi-août, je commence à aller voir les concessionnaires, une fois que j'ai ma petite liste de critères bien établie. Donc, je commence à aller voir les concessionnaires. J'ai été voir uniquement des concessionnaires sur Saint-Étienne, parce que c'est la grande ville du coin, et que je me suis dit que si c'est dans une grande ville, et ben les concessions seront peut-être un peu plus fiables que des petites concessions de campagne. Et je dis pas que les petites concessions de campagne ne sont pas fiables, loin de là, mais ayant la chance d'avoir une grande ville à côté, je savais que tout serait regroupé dans la ville, et donc que j'aurais juste à utiliser les bus, les trams et tout pour aller voir, au lieu de prendre la voiture et de faire des dizaines de kilomètres pour aller voir une concession par-ci, une concession par-là. C'est juste pour ça que j'ai fait ça. C'est pas pour dénigrer plus que ça les autres. Donc j'ai été voir plusieurs concessions. J'ai réparti ça en 3 après-midi, je crois, et j'ai visité à peu près une dizaine de concessions, dont une où j'en ai gardé un souvenir assez amer. Je ne citerai pas le nom de la marque parce que c'est pas la personne qui était en charge de vendre les voitures neuves qui m'a laissé cette mauvaise impression, mais c'est la personne responsable du parc automobile Occasion qui m'a laissé une très mauvaise impression. C'est-à-dire que c'était en plus la première concession que j'ai été voir. Donc au départ, je me suis dit, ouais, c'est peut-être juste courant, c'est peut-être juste un mauvais comportement, mais c'est peut-être juste courant quand tu vas acheter une voiture. Et puis, bah, à la fin de la petite dizaine de concessions que j'ai été voir, je me suis dit, ouais, non, ce gars, en fait, c'était vraiment un connard. Parce que oui, c'était un monsieur, mais c'est pas le fait que ce soit un monsieur ça ait rendu ça un connard, parce que là où j'ai acheté ma voiture actuellement, c'est aussi un conseiller homme qui m'a donné les conseils à propos de la voiture, qui m'a fait essayer la voiture, etc. Donc c'est pas corrélé au fait que ce soit un homme qui est mauvais. Et je pense que si une femme avait eu à mon égard le même comportement, j'aurais eu la même réaction plutôt très mitigée à propos de cette personne. D'accord? Que ce soit bien clair. Donc je vais vous expliquer. En gros, ce qui s'est passé, du coup, je suis rentrée dans la concession. J'ai été voir la dame du neuf parce que c'est la seule dame qui était libre et qui est venue à ma rencontre quand je suis rentrée dans la concession. Donc, évidemment, bah, j'allais pas dire non. Je lui ai demandé si elle avait le modèle que j'envisageais d'acheter et elle m'a appris que le modèle que j'envisageais d'acheter n'existait plus, qu'il n'y avait que le modèle un peu plus grand qui est celui de la taille de la voiture de mes parents, mais qui est pour moi une taille un peu trop grande. Parce qu'il faut savoir que j'ai une vision un peu déformée de la réalité, que je trouve la voiture de mes parents excessivement grande alors qu'elle n'est pas si grande que ça, mais que moi je voulais vraiment une petite voiture. Parce que c'est la chose dans laquelle je me sens le plus à l'aise et le plus confortable dedans. Donc je suis rentrée dans cette concession. La dame du neuf m'a accueillie, m'a expliqué que le modèle n'existait pas. Je m'a montré le modèle au-dessus, je lui ai expliqué qu'il était un peu grand pour moi. Je l'ai remercié de m'avoir donné les renseignements. Parce que, bah, en fait, j'ai eu l'impression de lui faire perdre son temps. Mais elle a quand même pris le temps de m'expliquer, même si elle savait que j'étais pas intéressée. Donc je l'ai remerciée pour ça. Et du coup, elle m'a orientée vers son collègue. Elle m'a dit, bah, veuillez attendre quelques minutes qu'il ait fini avec ses clients. Et il verra ce qu'il pourra vous proposer, qui est dans votre budget et dans vos critères. Moi, je suis bête, hein. Je suis naïve, c'est 23 ans, c'est la première fois que je rentre dans une concession pour acheter un véhicule. Donc, ben, je suis bête, j'attends. Donc là, le client précédent, les clients précédents, parce que c'est un couple apparemment, finit du coup le rendez-vous avec ce monsieur. Ce monsieur vient nous voir. Je lui explique que j'ai un petit budget parce que je veux une petite voiture et que je voudrais savoir ce qu'il a sur son parc à occasion. Et pendant que je dis ça, le mec me dévisage et me regarde de haut en bas. C'est-à-dire qu'il fait, et vraiment, le moins, il le fait comme ça. Il m'a regardé de haut en bas et il est remonté et il m'a regardé. Il m'a même pas demandé mon budget, que je ne lui avais pas donné. Hein. Je lui ai dit que je voulais une petite voiture et que j'avais le budget associé à la petite voiture. Donc ça veut rien dire, tu vois. Ça veut pas dire que mon budget il est extrêmement petit, ça veut pas dire que mon budget il est extrêmement grand. Ça veut juste dire que j'ai une petite voiture, que je sais ce que sur le marché vaut une petite voiture.
C'est-à-dire qu'à l'époque, je pensais que ça valait entre 10 000 et 15 000. Donc j'avais ce budget-là. Donc c'est pas un budget énorme pour acheter une voiture, mais c'est pas non plus un budget ridicule, surtout pour acheter une occasion, et que les occasions, on est d'accord, ce sont moins chères que des voitures neuves. Donc avec 10 000, tu peux trouver une très belle occasion si tu le veux. Je pense que vous serez d'accord avec moi là-dessus. Donc le mec, voilà, je lui dis que j'ai un petit budget pour une petite voiture, si possible en 3 portes suivant les voitures qu'il a à me proposer. Donc le mec me regarde de haut en bas comme ça là pendant que je lui dis ça. Et après il me regarde et il me fait non mais j'aurais rien dans votre budget de toute façon. Ma mère qui est avec moi se permet d'insister. Vous êtes sûr que vous pouvez pas regarder s'il vous plaît? Donc le mec soupire. D'accord, le mec soupire quand ma mère lui demande d'insister, parce qu'évidemment je accompagnée de ma mère. Et il dit bon je vais aller voir quand même. Donc il va voir. Et il revient. J'en ai qu'une, j'ai qu'une nouvelle encore ça d'occasion. Mais sport, du coup, elle sera forcément hors budget. J'ai rien dit, mais j'étais. Enfin, j'ai pas tilté sur le moment. Mais toujours sur un ton très sec, très pressé, tu vois. Et j'étais là, bah dites-moi de combien elle est quand même. Et là, il me sort 20 000 ou 23 000, je sais pas. Parce que c'était une version sport, du coup, d'une Opel Corsa. Donc les versions sport, c'est comme les versions haut de gamme, c'est des versions plus chères. Il me sort 20 000 ou 23 000. Donc là, je lui dis effectivement, c'est hors budget. Merci de m'avoir renseigné, passez une bonne journée et tout. Et sur le moment, tu vois, j'ai pas tilté que c'était pas des comportements à avoir, tu vois, que c'est pas un comportement de quelqu'un qui voulait vendre. Parce que moi, c'était la première concession, c'était le premier concessionnaire que j'allais pour voir, donc je pouvais pas savoir. Mais du coup, vous comprenez pourquoi je suis très mitigée à propos de cette visite. Et je pense que même si c'était une femme qui avait agi, vous auriez été à ma place. Bah, déjà, je pense que vous vous seriez peut-être pas laissé écraser comme moi je me suis écrasée. C'est-à-dire qu'il me demande pas mon budget, mais il me demande déjà que c'est hors budget. J'étais là. De toute façon, moi j'ai pas tout clé, j'étais là, bah peut-être, ouais. Mais tu sais, tu m'avais pas demandé mon budget, tu m'avais pas donné le prix de la voiture, donc je peux pas savoir. Mais je pense qu'une dame aurait agi pareil à mon égard, j'aurais eu autant de haine. Parce que bah déjà, tu regardes pas une personne de haut en bas, c'est pas très professionnel. Tu soupires pas quand on te demande si tu es vraiment sûr de ce que tu avances. Et tu. Enfin, je sais pas, mais la personne, elle te montre qu'elle veut acheter un véhicule, peut-être que tu essaies de demander ton budget, de t'intéresser un minimum, histoire de savoir vraiment ce qui ça pourrait lui correspondre ou non, quoi. Enfin, je sais pas. Imagine, j'aurais été millionnaire et que genre un petit budget pour moi c'est 50 000 balles. Mais genre ton Opel Corsa, je l'aurais acheté en fait. Désolée, je m'emporte légèrement. Mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Mais le comportement de ce monsieur n'a pas été du tout, après coup, il n'a pas été du tout euh, professionnel. Enfin, j'ai pas, mais tu cherches à vendre une voiture, tu fais pas ça. Donc on sort de ce magasin. J'ai été, pour ceux qui connaissent Saint-Étienne, à Moreno. Vous savez, il y a 4 ou 5 concessionnaires. Donc là, j'ai fait les 4 ou 5 concessions qu'il y avait autour. Et je vous dirai évidemment pas de quelle concession occasion c'est. Enfin, pas publiquement en tout cas. Mais si vous cherchez à acheter une voiture et que vous êtes dans ces coins-là, je vous dirai qui c'est en message privé. Mais si ça me retombe dessus, ça me retombera dessus. De toute façon, sur YouTube, le Insta et le Facebook associés, c'est pas mon vrai nom. Et le gars m'a pas demandé mon nom, du coup, vu qu'il voulait pas me vendre la voiture. Donc ça pourra pas me retomber dessus, vu que je ne retournerai pas acheter une voiture là-bas. Alors si je retourne acheter là-bas, c'est une voiture neuve. Mais les voitures neuves que je pourrais vouloir qui sont là-bas, c'est des budgets beaucoup trop hors budget pour moi à l'heure actuelle. Donc ça aura le temps de changer d'ici là. Mais ouais. Donc du coup, je fais les autres concessionnaires d'à côté. J'ai plusieurs devis, plusieurs trucs. Je me dis, ouais, c'est cool. J'ai pas encore de vrai coup de cœur, mais j'ai un léger mini coup de cœur pour la Toyota Aygo. C'est vraiment une petite voiture. Enfin, je vous ai dit que je voulais une petite voiture, c'est vraiment le coup de cœur du premier jour, ça a été la Toyota Aygo. C'est la voiture dans laquelle j'ai monté, je ne l'ai pas essayé, mais je suis montée, je me suis installée dedans, je me suis sentie bien. Donc je me suis dit, ça pourrait être la voiture que j'envisage d'acheter. Donc je suis ressortie avec des devis pour vraiment plein de voitures. Mais celui qui semblait en très bonne voie, c'était la Toyota Aygo. Ensuite, deuxième jour de concession, je l'ai fait seule. Ou avec ma mère encore. Je ne sais plus. Mais je crois que je l'ai fait seule. Et du coup, j'avais été voir. Non, je l'ai pas fait seule, je l'ai fait avec ma mère. Et là, mon frère m'avait accompagné ce jour-là parce qu'il n'avait rien de mieux à faire. Il m'a dit, bah tiens, tant qu'à faire, je vais venir avec toi, comme ça je pourrais regarder les voitures. Fun fact, comme vous voyez sur les vidéos, je pense que si vous ne connaissez pas mon âge, d'ailleurs, je vous laisse mettre en commentaire l'âge que vous me donnez.
comme ça on va voir. Mais j'ai la chance de ne pas faire mon âge. J'ai fait plus jeune. Et le problème, c'est que mon frère est plus grand que moi. Et il a une moustache, il a une barbe. Et il fait du coup plus âgé que moi. Même si c'est mon petit frère. Je suis de 4 ans son aîné. Et ce qui a été très drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on rentrait dans une concession, bonjour monsieur, de quoi avez-vous besoin? Et monsieur, mon frère, qui répondait, je viens pour moi, je viens pour ma grande sœur. En me montrant. Ce qui était très drôle, c'est qu'ils ne se sont pas doutés à 1 sur la 5, c'était moi qui venais pour acheter une voiture et pas lui. Alors c'est vrai qu'en plus il a un bac pro mécanique, donc il avait bien plus les connaissances, tout ça, que moi sur le terrain. Mais du coup ça a été très drôle. Donc là aussi j'ai pris pas mal de rendez-vous, de renseignements, de devis. Et le coup de cœur de cette journée-là, ça a été la Suzuki Ignis. Alors je vous avoue qu'au début quand j'ai été chez Suzuki, j'hésitais beaucoup entre la Swift et la Ignis. Et le problème c'est que la Swift de maintenant, c'est pas la Swift d'il y a 5, 6, 7 ans qui était beaucoup plus petite et qui faisait à peu près la même taille que la Ignis. La Swift de maintenant est plus large que la Ignis. Et moi, quand je dis que je veux une petite voiture, c'est pas une petite voiture en longueur, c'est une petite voiture en largeur. Parce qu'en fait, le problème que j'ai actuellement avec la voiture de mes parents, c'est que je la crois plus large que ce qu'elle est réellement. Donc si tu me mets une voiture de la même largeur, mon problème il reste le même. Et si je me sens pas en confiance dans ma voiture et que j'ai l'impression que je peux l'accrocher à tout moment, tu vois, c'est pas incroyable. Donc c'est pour ça, donc il m'a fait essayer la Swift. Puis même dans la Swift, je me sentais moins confortable que dans la Ignis. Donc, euh, donc c'était vraiment mon coup de cœur. C'est-à-dire que ce jour-là, je suis sortie, j'étais là. Entre la Toyota et la Suzuki, les deux, je veux programmer un essai. La chose en entraînant une autre, j'ai fait une troisième journée de tour de concession toute seule. Et là, j'ai été voir Mini. Et j'ai été voir Fiat. Et j'ai aussi en été voir d'autres qui ont été plus ou moins concluants. Suivant mes recherches, ce qu'ils me proposaient aussi bien en neuf qu'en location. Le truc avec Mini, c'est que j'ai eu une longue période de séparation avec Mini, c'est-à-dire que j'ai appris à conduire sur une Mini. J'ai raté mon permis parce que je n'étais pas sur une Mini, mais quand je l'ai repassé sur la Mini, toujours dans la même auto-école, je l'ai réussi. Et vraiment, les Mini, c'est des voitures dans lesquelles je me sens bien, que Vraiment, elles vont être aussi larges que la voiture de mes parents, mais ça ne va pas me poser de soucis parce que je me sens bien dans la voiture. Et c'est-à-dire que vraiment, je me sens à l'aise dans la voiture. J'ai pas l'impression qu'elle est trop large, j'ai pas l'impression qu'elle est trop grande. Et vraiment, c'était un vrai sentiment de bien-être et de coup de cœur dans la Mini. Donc, je savais qu'il fallait que je passe chez eux pour avoir un devis. Très mauvaise surprise, mon budget était la moitié du budget d'une Mini neuve. L'avantage des mini occasions, c'est qu'elles étaient garanties 2 ans, alors que tous les autres concessionnaires qui me proposaient des occasions ne me les garantissaient que 6 mois à 1 an. Et moi, il me fallait vraiment une garantie de 2 ans pour 1 an et demi ou 2 ans pour me rassurer parce que en fait, sinon, j'ai pas confiance en tout. Alors qu'en vrai, même si t'as une garantie quand même, que ce soit de 6 mois ou d'1 an, t'as quand même une garantie, donc c'est pas rien. Mais je sais pas, c'est encore une superstition de ma part, je le reconnais, mais il me fallait une garantie de 2 ans. Donc Mini m'offrait ça. Donc j'étais là, bah ok, je vais prendre. Et le problème, c'est que les mini-occasions, bah, c'était toutes des éditions spéciales. Et les éditions spéciales, c'était des sièges baquets. Et quand j'ai essayé la mini, donc là on y reviendra plus tard, j'ai eu un problème avec ce siège baquet qui a fait que bah, du coup, même si ça a été mon coup de cœur de tous les temps pendant plus de 3 ans que j'ai roulé avec la voiture de mes parents, je n'ai finalement pas opté pour ça. Même si j'ai été jusqu'à la phase des essais avec. Et puis du coup, j'ai fait Fiat. Parce qu'avec avec mon frère, on avait un délire sur une Fiat Panda. Et du coup, bah, je m'étais dit, bah tiens, on va prendre Fiat, tu vois. Genre, tu sais, histoire de te dire que bah pouf, on est dedans. Donc voilà. Donc du coup, ensuite, on est parti sur la phase d'essai. Entre temps, j'ai éliminé la Toyota parce que bah, la Toyota, de mes 4 coups de cœur entre la Mini, la Suzuki et la Fiat et la Toyota, du coup, bah, c'était celle qui avait le coup de cœur le moins fort. Et au final, je me dis que j'aurais dû garder la Toyota après expérience parce que l'essai avec la Fiat, c'était bien, mais catastrophe à la fois, donc c'est mitigé. Donc du coup, j'ai appelé Fiat, j'ai appelé Suzuki et j'ai appelé Mini. J'ai casé les 3 essais en un week-end. J'étais assez fière de moi, faut dire ce qui est. Et donc du coup, j'ai fait Fiat.
Et du coup, il m'avait proposé du coup d'essayer une Fiat 500 pour avoir la bonne motorisation et une Fiat Panda pour du coup tester le confort de conduite. Parce qu'il n'avait pas de Fiat Panda avec la motorisation que je souhaitais. Donc il m'a arrangé comme ça, j'étais là, bah oui, c'est super gentil de me proposer ça, si c'est possible, je prends ça volontiers, quoi. Enfin, je n'allais pas dire non, il me propose de voir le truc. Donc j'essaie de la Fiat 500, j'étais là, ouais, c'est vraiment ce qu'il me faut, genre vraiment, c'est la motorisation, c'est ça qu'il me faut. Donc là, on monte dans leur Panda, j'étais là, oh super, le poste de conduite il est élevé, c'est ce que j'aime aussi. Donc c'est cool. Mais le problème de cette Fiat Panda, c'est que le frein à main n'est pas designé pour moi. C'est-à-dire que j'ai des gros soucis dans la main et dans le bras droit qui font que j'ai beaucoup moins de force. C'est-à-dire que je vais prendre un truc qui va être lourd, je vais pouvoir le tenir moins longtemps dans la main droite que dans la main gauche. Je vais pas réussir à l'attraper pareil. Enfin bref, je vous ferai une vidéo là-dessus quand je serai prête. Donc du coup, le frein à main, c'est un frein à main qui était sous forme comme d'un truc en plastique qui faisait la taille du poing, tu vois. Et en fait, tu avais un petit bouton là sur le côté, enfin sur le côté ici, là, parce que le frein à main il est là, donc c'est le bouton il était ici, là, sur lequel tu devais appuyer en poussant ton truc. Et ça, je n'ai pas pu le faire à moins d'avoir mes deux mains dessus. C'est-à-dire que je n'ai failli pas pouvoir démarrer de la concession parce que le frein à main ne m'est pas adapté. Tu comprends ce que je veux dire? Déjà ça, c'est pas mal. Ensuite, du coup, une fois que j'ai réussi à démarrer et tout, donc l'embrayage est très bien, la vitesse se passait bien, mais j'ai eu un souci au niveau de l'écran où tu as ton contour, tu as ton niveau d'essence, tu as tes trucs, tu as tes sites, tu sais, au niveau c'est pas un écran, je sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, dans cet écran-là, j'ai eu un souci, c'est-à-dire que tu avais un rond avec ton contour, et autour, tu avais le rond avec tes vitesses. Sauf que, bah, en fait, c'est-à-dire que oui, il me faut deux écrans séparés. Ou alors, si c'est pas deux écrans séparés, il me faut un contour d'un côté et bah, que la vitesse soit affichée plus claire. Parce que là, du coup, tu avais le contour en noir dedans et autour le même cercle. Je vous mettrai une photo parce qu'il doit forcément y avoir une photo de ça. Le tableau de bord, voilà. Le tableau de bord, bah, du coup, il y avait ça dedans. Et moi, en fait, j'avais l'impression de toujours aller hyper vite. Parce qu'en fait, quand je regardais la route, ma vision périphérique, elle voyait que le contour qui était à 2000-3000 tours, ce qui est une vitesse normale. Entre 2500 et 3000 tours, ce qui est un nombre de tours normal. Et j'étais bien à 50, mais du coup, j'étais constamment en train de regarder le compteur, où l'aiguille était à 50 ici, et le contour était à 2500-3000 là. Et j'avais l'impression de tout le temps aller super vite, parce qu'en fait, c'était pas adapté. Enfin, ça allait peut-être adapté pour beaucoup de monde. J'ai une voisine qui a une Fiat Panda, donc ça ne doit pas la déranger. Mais moi, ça m'a énormément dérangé. Troisième point qui m'a énormément dérangé, c'était assez mal insonorisé par rapport aux autres voitures que j'ai essayées après. C'est-à-dire que j'avais vraiment l'impression que le moteur était dans l'habitacle avec nous. C'est-à-dire qu'on entendait vraiment le moteur qui faisait du bruit et tout et tout. Quatrième point qui m'a aussi beaucoup dérangé, je suis pas très grande. C'est-à-dire que je suis pas un mannequin, je suis pas petite non plus, je ne suis pas atteinte de nanisme non plus. Il existe des personnes beaucoup plus petites que moi, j'en côtoie au boulot au quotidien. Il existe des personnes beaucoup plus grandes que moi, j'en côtoie au boulot au quotidien. Je suis dans la moyenne du monde, mais avec 1m64, quand je conduis une voiture, si je veux vraiment pouvoir appuyer au fond, il faut que le siège il soit presque collé en fait sur le volant. Enfin, il faut que le siège soit avancé au plus près possible, quasiment. Parce que sinon, je n'appuie pas bien sur l'embrayage et du coup, bah, je passe mal mes vitesses. Je pense que tu conçois, que tu comprends ça. N'est-ce pas? Et du coup, bah là, la Panda, j'étais avancée à fond. Je passais à peu près bien les vitesses. J'arrivais à peu près à être au fond sur l'embrayage. Mais ce qui m'a posé souci, c'est que j'avais l'impression d'être collée au tableau de bord. Donc tu conduis, tu as l'impression d'être collé au tableau de bord. Tu as le contour et le compteur qui te perturbe parce que bah, l'un dans l'autre, pour moi, c'est pas quelque chose qui me convient du tout. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'a énormément stressée tout au long de ma conduite. Et comme j'étais stressée, bah, du coup,
passait très mal mes vitesses. Ce qui fait que je pense que le mec il a 2 € score, mais à qui je me prépare à vendre une voiture là, c'est pas possible. Et donc ce qui fait que cet essai, même si la voiture au départ m'intéressait et que le prix proposé m'intéressait aussi bien en neuf qu'en occasion, je l'ai pas retenu. Parce que ça s'est tellement mal passé que j'étais là, mais j'espère vraiment que les 2 prochains essais, ce sera beaucoup mieux, quoi. Parce que là, là, c'est une catastrophe. Faut dire ce qu'il y a, là, c'est une catastrophe. Donc, le lendemain, du coup, j'ai été voir Suzuki, parce que c'est le premier essai que j'avais programmé, donc pour la Inis. Et là, c'était incroyable. Les vitesses se passaient bien, le confort de conduite était bien, j'étais réglée là aussi dans les premiers crans à l'avant du siège, mais j'avais encore l'impression d'avoir de la place. J'avais l'impression d'avoir de la place entre moi et le tableau de bord, ce que je n'avais pas dans la Fiat, donc c'était génial. Les essais, je les ai fait avec mon père, donc j'avais quelqu'un de grand à côté de moi, c'est-à-dire que moi je suis à 1m64, avec mon père et mon frère font à eux deux entre 1m75 et 1m80 chacun. Donc j'étais toujours accompagnée de grandes personnes pour les essais, parce que ma hantise, c'est de devoir un jour sortir avec des amis et que ces amis ne puissent pas rentrer dans ma voiture ou ne s'y sentent pas à l'aise parce qu'elle n'est pas adaptée pour les grandes personnes. Donc mon frère s'est payé les places arrière et donc du coup elle a pu me donner un retour objectif dessus. Et mon père était dans les places avant avec moi parce que je voulais quelqu'un qui ait une certaine expérience dans la conduite à côté de moi parce que moi je n'ai conduit que sur des boîtes automatiques jusqu'à maintenant parce que la voiture de mes parents est en boîte automatique. Et donc je voulais revenir à la manuelle parce que c'est un coût en moins. C'est vraiment un coût en moins. Donc voilà. Et donc la Suzuki, j'avais de la place. Toujours le poste de conduite en hauteur que j'ai aimé aussi chez la Panda, mais c'est le seul truc que j'ai aimé. Le frein à main qui était un frein à main plutôt classique, donc c'est-à-dire vous savez le frein à main allongé comme sur quasiment toutes les voitures. Mais ouais, c'était mieux sonorisé aussi déjà que dans la Fiat. La finition faisait mieux, c'est-à-dire que la voiture faisait plus propre, plus clean. C'était les mêmes finitions, c'est-à-dire que dans les deux cas, il m'a fait tester la Fiat Panda haut de gamme et là j'ai testé la Suzuki très haut de gamme. C'est-à-dire que ils m'ont fait tester tous les deux les voitures avec la finition la plus haut de gamme dans tous les cas. Et donc je suis ressortie de cet essai, j'étais plutôt très conquise. Donc là j'ai pris plus d'informations du coup sur la voiture, sur les options, sur les trucs pour voir vraiment ce qui m'était le plus adapté. Comme bien mon père et mon frère à côté, ils ont pu eux aussi poser des questions pour avoir un devis de plus juste par rapport à mes attentes et ce qu'ils savaient de mes attentes et les questions que je posais pas forcément parce que j'y pensais pas, eux ils pensaient donc ils pouvaient compléter le truc et c'était vraiment génial. Donc je suis sortie de ces Suzuki, j'étais là, ouais non Suzuki là ils sont très bien partis. Et après on a enchaîné sur Mini. Donc Mini, j'ai essayé une Mini One parce que c'est la seule Mini disponible en 3 portes. Et comme Mini, c'est quand même des voitures assez grandes en 5 portes, je me suis dit non, on va quand même essayer sur une 3 portes. Parce que même si la Panda et la Inis sont beaucoup plus petites, du coup, je l'avais pris en 5 portes et ça me gênait pas parce que du coup, les largeurs et les trucs et tout, c'était bon. Donc tout allait bien. Avec. Et donc du coup, la Mini, je l'ai pris en 3 portes parce que c'est vraiment la plus petite et donc c'est plus simple. Et ouais, la Mini, ça a été génial. Au niveau de confort de conduite, j'ai eu l'impression que je me retrouvais en conduite. Et c'est vraiment des moments incroyables que j'ai passés en cours de conduite, il faut le savoir. C'est-à-dire que même si la mono ne me parlait pas, en dehors de mon notification, le confort de conduite de cette voiture est incroyable. Les finitions, c'est des finitions hyper belles. C'est smooth à conduire, c'est vraiment doux à conduire. Et en même temps, ça a de la pêche, ça peut aller vite. C'est vraiment super bien. Genre vraiment, j'adore les mini. Mais le problème, c'est qu'en occasion, ils avaient des éditions spéciales. Et le problème des éditions spéciales, c'est qu'elles sont des sièges baquets. Et les sièges baquets, mon gros souci, ça a été que quand je passais de la première à la deuxième, je me tapais le coude dans le côté du siège. Et j'ai trouvé ça insupportable. Parce que même si tout le reste de la voiture est incroyable, j'ai trouvé ça insupportable de me taper le coude. Parce que du coup, on a fait l'essai dans le centre de Saint-Etienne, vu que les concessions sont plutôt dans le centre de Saint-Etienne et qu'on n'a que 20 à 30 minutes. Et je trouve juste ça insupportable de me taper le coude à chaque fois que je tapais la deuxième. Donc ça m'a fait me dire, si je prends une mini, il faut que je prenne une neuve pour avoir les sièges de base.
Sauf que la Mini d'occasion était déjà à 18 000 et la Mini neuve était à 23 000. Et donc là, il a fallu faire un énorme choix à la suite de ces essais. Parce que ouais, c'est mes deux voitures préférées étaient toutes les deux géniales. La Mini avait plus de pêche, donc j'étais prête à partir pour ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal à décider. Donc, je me suis dit, bah, pour me décider, le seul critère qui me décidera, ce sera d'aller voir les assurances et de voir s'il y en a une beaucoup plus chère que l'autre ou non. Et au niveau des assurances, il y a 8 € de différence. 8 € par mois. 80 € à l'année. 80 €, c'est 1 à 2 pleins. C'était pas une différence assez énorme pour faire un choix. Alors, ben, j'ai pris la dernière solution qui me restait. J'ai pris une feuille de papier. J'ai fait des carrés. J'ai coupé la feuille en deux en fait. Un côté, j'ai mis Suzuki. De l'autre côté, j'ai mis Mini. J'ai mis un plus et un moins. Et j'ai fait un tableau avec les avantages et les inconvénients. Depuis ce tableau, je l'ai numérisé, donc vous aurez aussi une copie. Mais du coup, voilà, tableau avec les avantages et les inconvénients. Et là, je me suis rendu compte que rationnellement, la Suzuki avait beaucoup plus d'avantages que la Mini. C'est-à-dire qu'on était sur un 7-1 ou 7-2, tu vois, niveau avantage inconvénient, alors que la Mini, on était plus sur un 5-3 ou 6-4 ou quelque chose comme ça. Donc, même si j'adore la Mini, ma première voiture ne sera pas une Mini. Mais vous pouvez être sûr que d'ici quelques années, vous allez me voir rouler dans une Mini qui sera ma propre voiture parce que j'aime beaucoup trop les Mini. J'aime beaucoup trop les Mini. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup trop les Mini pour ne pas en avoir une un jour à moi. Donc voilà, le choix a été fait. Et là, du coup, ce jour où j'ai fait le choix, c'était un dimanche. Donc je me suis dit, bah, tiens, dans la semaine, pendant que tu seras au boulot, tu appelleras à la concession et puis tu verras si tu peux prendre un rendez-vous pour du coup finaliser l'achat et demander quelles pièces sont nécessaires. Le lundi, mon conseiller ne travaillait pas. Mon conseiller du coup de la Suzuki ne travaillait pas. Donc, j'ai pas appelé. J'ai appelé le mardi. Bonjour monsieur, j'ai essayé une voiture chez vous il y a environ 2 semaines. J'aimerais savoir comment ça se passe pour l'acheter. Est-ce qu'il y a besoin de prendre un rendez-vous? Quelles sont les pièces justificatives nécessaires? Oui, il faut prendre un rendez-vous pour l'acheter. Quand est-ce que vous êtes disponible? Je lui réponds que je suis disponible le jeudi d'après, ou le samedi, ou la semaine suivante. Le jeudi de la même semaine, le samedi de la même semaine, ou la semaine suivante. Et il m'a pris le rendez-vous le jeudi. En 2 jours, j'avais rendez-vous pour acheter ma voiture. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus? 2 jours après, du coup, je vais au rendez-vous avec les pièces justificatives nécessaires que du coup, il m'avait expliqué. On finalise l'achat de la voiture et donc là, il m'explique une troisième, parce que oui, du coup, c'est la troisième fois que j'y allais, que effectivement, même si l'achat de la voiture n'est pas pressé, c'est mieux qu'il ne soit pas pressé parce que du coup, il y a des problèmes au niveau de la fabrication électronique des pièces. De certaines pièces et que du coup, même s'ils arrivent à avoir les pièces qui a fabriqué les voitures, il faut savoir que c'est des voitures qui sont partout dans le monde. Suzuki, c'est japonais, donc ça se au Japon, mais du coup, ça s'exporte aussi partout. Et donc, même s'ils en envoient, on va dire, aller une centaine ou 200 en France, et il y a des listes d'attente. Et donc, faut y aller dispatcher entre toutes les concessions Suzuki qui est en France. Donc, si on ne prend pas une place sur la liste d'attente, vous n'aurez pas la voiture rapidement, quoi. Donc, il m'explique bien que la voiture n'arrivera pas avant 2022. Il m'explique que ça n'arrivera pas avant le premier, voire le deuxième trimestre 2022. Donc mais du coup, il me dit que comme je suis venue faire les démarches, que je lui ai apporté les papiers, que je lui laisse un chèque d'acompte, je suis bien sur la liste d'attente, que le bon de commande est fait, donc la voiture est commandée, donc je suis bien sur la liste d'attente, et qu'il me recontactera dès qu'il aura des informations. Donc il m'a fait un bon de commande sur lequel on a vu évidemment aussi dans le bon de commande pour avoir des options comme l'extension de garantie et ce genre de choses qui peuvent, à mon sens, toujours être utiles. Parce que oui, je suis une grande flippée de la vie, donc si tu me proposes une extension de garantie, je vais absolument pas dire non. Mais genre vraiment pas dire non du tout. Et donc, j'ai commandé ma voiture le 21 octobre
2021. 6 jours après mon anniversaire, sachant qu'au départ, je voulais acheter ma voiture le jour de mon anniversaire, donc le 15 octobre. Donc j'ai commandé la voiture effectivement le 21 octobre. Donc mon objectif de l'année que je m'étais fixé de faire quelque chose de grand cette année est accompli. J'ai fait quelque chose de grand et d'impressionnant et qui me faisait peur. Acheter une voiture, je l'ai fait. Donc la voiture va arriver entre février et mai 2022, de ce que le monsieur m'a expliqué. Donc ça me laisse jusqu'à février à mai 2022 pour trouver une assurance. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager, du coup le processus que moi j'ai utilisé pour acheter ma voiture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager pour que du coup ça aide peut-être d'autres personnes qui hésitent encore à acheter leur voiture, qui ne savent pas trop comment faire. Ça peut leur aider d'avoir le parcours de quelqu'un qui vient de le faire. J'aime cette vidéo, on est le 6 novembre, 8 novembre, 9 novembre, 9 novembre. Donc je l'ai vraiment acheté il y a 3 semaines quoi, donc c'est vraiment tout frais, donc c'est pour ça que je me permets de faire la vidéo maintenant. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu découvres cette chaîne et à activer les notifications. Je fais plein d'autres choses que parler de voiture sur cette chaîne. Je chante, je fais des vidéos lecture, des vidéos séries. Donc n'hésite pas à t'abonner si c'est quelque chose qui te plaît. Et sur ce, je te donne rendez-vous pour les prochaines vidéos voiture. Parce que du coup, ce n'est pas la seule vidéo sur l'achat de ma voiture. Mais ensuite, je vous ferai une vidéo sur la recherche de l'assurance. Je vous ferai aussi une vidéo sur le jour de la réception de ma voiture. Et une 4e vidéo un peu surprise. Parce que je vais rajouter quelque chose sur ma voiture. Mais du coup, vous saurez quoi en temps et en heure. Et comment je me suis prise et tout aussi. Parce que je vais vraiment détailler toutes ces étapes-là. Parce que je me dis que si quelqu'un d'autre veut refaire ce même parcours, ça peut être important du coup. Qu'il ait ces informations, qu'il ou elle ait ces informations-là aussi. Donc c'est pour ça que je fais ces vidéos. Sur ce, la vidéo est finie. N'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux, tu auras peut-être des updates un peu plus proches que celles que je vais faire en vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à partager tout ça. Et sur ce, je te souhaite une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, suivant le moment auquel tu regardes cette vidéo. N'oublie pas d'être heureux, parce qu'être heureux, c'est important. Vidéo. Bye.